votre santé, bonjour et bienvenue. Mon invité ce matin s'appelle Walid Kevlart. Alors Kevlart, c'est certainement pas votre nom, mais c'est comme ça qu'on vous connaît. Exactement. On vous connaît sous l'appellation de Kevlar Diet. Exactement. Vous êtes nutritionniste, ça vient d'où votre dénomination Kevlar? Alors c'est une longue histoire. Oui, c'est mon surnom. on a une heure. Hein. Oh, voilà, exactement. C'est mon surnom donc, qui a été depuis que je suis adolescent. Et quand j'ai voulu monter ma société, je me suis dit, bon, ça fait un petit peu selfish de dire Kevlar Diet ou autre. Mais il y a un Américain qui préparait justement des combattants aux États-Unis qui m'a beaucoup inspiré. Et lui, c'était Mike Dolce, et son nom, c'était Dolce Diet. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, ça sonne pas mal, ça. Et il m'a énormément inspiré, j'avais pas mal échangé avec lui. Et c'est lui qui m'avait un petit peu aiguillé, donc il m'a pas mal influencé dans ce nom-là. Donc c'est votre double digital. Ouais, si on peut dire. On peut dire ça un petit peu comme ça. C'est lui qui m'a inspiré. Kevlar Diet. Exactement. Vous proposez notamment des formations, notamment une qui cartonne, qui s'appelle Savoir déchiffrer les étiquettes pour bien manger et faire des économies. Et vous avez créé cette première formation en ligne. Ouais, exactement. Que j'ai faite et validée. Ouais, j'ai vu. J'ai bien vérifié. Ouais. J'en ai fait profiter tout le monde d'ailleurs. Hein. Fatima Zora qui réalise l'émission, maintenant elle peut. Alors, elle a beaucoup écouté sur les steaks hachés, notamment ce que vous disiez sur les steaks hachés. Alors, déjà aujourd'hui, est-ce qu'on sait à peu près qui arrive à déchiffrer une étiquette? Très peu de gens. Je pense que si on fait des sondages, la majorité des Français ne savent pas déchiffrer les étiquettes. C'est un constat et c'est dommage parce que on en consomme tous les jours des produits comme ça. Quand on fait nos courses, on en consomme tous les jours. Alors moi je pensais savoir lire une étiquette, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment les lire. De toute façon, plus ça va, plus c'est écrit en petit d'ailleurs. Hein. C'est écrit en petit, c'est écrit aussi dans un langage qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'il faut savoir qu'en France c'est très encadré au niveau des lois. Du coup, les industriels ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc comme ils peuvent pas faire n'importe quoi, ils vont parler dans une langue qu'on comprend pas forcément, qui veut dire la vérité, mais que nous on ne sait pas interpréter. Et du coup c'est comme ça qu'ils se cachent, quoi. Comment vous vous êtes intéressé aux étiquettes au départ? C'était pour faire mincir les gens? Non, pas du tout. Vous aviez une approche nutritionniste au départ? Ouais, clairement, ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis de nombreuses années, depuis que j'étais à l'INSEP, donc c'était en 2015. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, animer de ce genre d'atelier, et je l'ai déjà fait avec des associations, mais avec des groupes assez réduits. Et puis je me suis dit, mince, en fait la personne qui est à l'autre bout de la France, elle peut pas accéder à ce genre de connaissances. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire? Et j'ai eu l'idée de créer une formation en ligne, parce que je suis un gros consommateur de, comme on disait en backstage, vous aussi vous êtes un gros consommateur. Moi je suis un gros consommateur de mais c'est vrai, j'adore les formations en ligne. Moi aussi. Je me fais un après-midi, je me fais une formation et je me fais 6-7 heures de formation. Ouais, et c'est vachement ludique, et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi faire proposer ça sous forme de formation, et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris plusieurs mois, c'était assez difficile parce que c'était la première, mais ouais, j'en suis vraiment satisfait. Et maintenant, n'importe qui peut, grâce à cette formation, apprendre à déchiffrer les étiquettes aussi bien qu'un nutritionniste, même si la personne elle a zéro connaissance en nutrition. J'ai fait deux choses en rentrant chez moi hier. J'ai jeté mon paquet de Special K. Alors je mangeais des Special K parce que je fais un peu attention en fait, avant les fêtes. Mauvaise idée le Special K. Alors Special K, ce sont des céréales. Hein. Alors voilà, pourquoi c'est une mauvaise idée? Enfin, mauvaise idée, si on veut perdre du poids en tout cas. En soi, il n'y a pas d'aliment qui soit mauvais ou bon. Ça va dépendre de combien est-ce qu'on en consomme, à quel moment et quel est l'objectif. Des Special K, si on a une alimentation plutôt équilibrée, qu'on souhaite pas forcément perdre de poids ou qu'on n'a pas, on n'a pas de contre-indication, ça pose pas réellement de problème. Moi-même, chez moi, j'ai des Special K, j'en mange de temps en temps. Le souci, c'est ou pas fraise? Non, plus chocolat. Ouais. D'ailleurs, il y avait une polémique avec les fraises. Les fraises, c'est pour ça. On explique un peu la polémique sur les fraises. Alors, la polémique, c'est que je sais plus exactement si c'était Special K ou bien une autre grande marque, et ils avaient mis des morceaux de fraises en gros sur le paquet, etc., avec goût fraise, etc. Mais quand on retournait le paquet, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de traces de fraises et que les fraises étaient remplacées par des copeaux de bois. Des copeaux de bois comestibles, bien évidemment, mais c'était des copeaux de bois goût fraise, et ça avait fait une polémique. C'était en goût fraise. Alors, c'est important ce que vous dites parce qu'on va le retrouver beaucoup dans le cours de cette émission. Exactement. C'était
il me semble en 2018 ou bien 2019, et ça avait fait une polémique de ouf, et je sais qu'il l'avait, après j'ai recherché ça, je l'avais trouvé une fois, et puis après ils avaient complètement enlevé, je pense qu'ils avaient dû changer la composition. Quand on regarde la composition des Special K par rapport à d'autres céréales, par exemple, qui ont pas la réputation d'être des céréales allégées, comme peut-être les miel pop ou les choco pop, qu'est-ce qu'on réalise? C'est similaire, c'est assez similaire sur les calories pour 100 grammes, c'est assez similaire pour le taux de protéines pour 100 grammes, le taux de sucre peut-être un petit peu plus bas, mais franchement c'est pareil, c'est similaire. Il va y avoir un petit peu plus de fibres dans les Special K, mais concrètement, par rapport à la différence de prix et par rapport à l'image qu'on veut envoyer, de dire voilà, ce sont des céréales pour petit déjeuner, healthy, c'est bon pour la santé, on peut maigrir. En fait, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que si on a une alimentation adaptée et équilibrée, qu'on mange des Special K, des miel pops ou autres, ça aura le même impact. Ou Chocopop, comme ça. On en a 3. Voilà. Deuxième chose que j'ai faite hier, j'ai jeté mes tostinettes, bien pratiques pour faire des croque-monsieur, puisque c'est l'élément fromage de mon croque-monsieur. Tostinette, malheureusement, il va falloir être très attentif lorsqu'on va lire la liste des ingrédients, parce que quand on retourne le produit, on se rend compte qu'en général, il n'y a même pas 25% de fromage. Après, il y en a qui en ont un petit peu plus, un petit peu moins, mais la majorité des tostinettes, on va retrouver énormément d'additifs dedans. Alors que normalement, du fromage, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est du lait, des ferments lactiques et du sel. Tandis que là, on va ajouter beaucoup de choses, on va ajouter des fromages qui sont mélangés. Ils vont mettre en gros cheddar, alors que le cheddar, on va avoir une toute petite portion. Donc il faut faire attention à ça. Quand on dit petite portion, ça représente à peu près combien du produit? Moins de 25%. Mais qu'on va payer au prix fort. Ouais. Après, c'est encore une fois, comme je le dis aussi même dans la formation et comme je le dis toujours aux personnes, faut pas non plus rentrer dans l'extrême et se dire je vais manger que des graines, je vais plus consommer ça. Non, on peut en consommer, mais il faut savoir que c'est pas forcément l'aliment qu'on nous vend et il faut pas baser son alimentation exclusivement sur ça. Ça veut dire que la personne qui se dit moi le seul fromage que je consomme c'est les tostinettes, ça peut poser problème. C'est-à-dire que déjà même l'appellation fromage pourrait poser un problème pour ce genre de produit. Il s'appelle pas fromage. C'est spécialité laitière ou fromagère. Ils n'ont pas le droit d'appeler fromage. Fromage, c'est spécifique. Il doit avoir un nombre de protéines, un taux de calcium, un taux de lait. Pareil pour les yaourts. Pour les yaourts, quand on regarde les yaourts aromatisés, on peut donner les marques. Ouais, allez-y, il faut en donner plusieurs. Quitte à se faire des amis, autant se faire plusieurs amis. Perle de lait. C'est pas qu'un yaourt, c'est beaucoup plus doux. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'appeler yaourt. Ils n'ont pas le droit de se faire appeler yaourt parce que normalement, un yaourt, il faut qu'il y ait un taux de calcium bien spécifique, un taux de protéines bien spécifique. Il faut qu'il y ait des bactéries bien spécifiques et le perle de lait ne remplit pas ces exigences, donc ne peut pas s'appeler yaourt. Donc c'est quoi? C'est un produit laitier? C'est une spécialité laitière. Et en fait, quand on retourne, c'est pour ça que je disais les industriels, ils n'ont pas le droit de tricher, ils peuvent pas tricher. C'est que quand on retourne et que c'est écrit en tout petit, il faut sortir les lunettes, c'est marqué spécialité laitière. C'est pas marqué yaourt. Et ça nous renseigne beaucoup. Par exemple, si on regarde les margarines, on va jamais trouver margarine sur la liste d'ingrédients. Mélange d'huile végétale, mais on va jamais trouver margarine. On va jamais trouver non plus beurre végétal, non. Et pour citer plein d'autres marques, par exemple, c'était Plante à Fin, il me semble, ils avaient sorti une bouteille pour pouvoir faciliter la cuisson, etc. Nulle part on voit c'est du beurre, c'est de l'huile, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il faut regarder vraiment en détail. Alors par exemple, ce qui est bien le soir, c'est de se faire un petit jus de litchi quand vous rentrez du travail, c'est important ça. Et là, c'est le drame. Les boissons, enfin surtout les jus de fruits, c'est quelque chose qui... il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des très bons jus, notamment ceux qu'on va trouver en règle générale dans les vitrines réfrigérées, comme les jus innocents. Mais bon, le prix au litre, c'est super élevé. C'est du 3, 4, des fois 5 € le litre. C'est extrêmement cher pour quelque chose que nous, on peut faire ou simplement manger des fruits. Et puis après, on va trouver tous les dérivés. J'aime bien comparer ça un petit peu avec les merguez. Il y a des merguez qui sont de très bonne qualité, où c'est vraiment de la viande. Et puis il y a la merguez où le boucher va rajouter de la graisse, des ongles, de la peau. Là, c'est exactement la même chose. Quand on va retrouver des purées de fruits ou des nectars de fruits, l'industriel va prendre vraiment les fruits de mauvaise qualité, va les mixer ensemble, va ajouter du sucre et va le vendre comme étant un jus de fruits, mais c'est pas un jus de fruits. Et si on regarde derrière, il va y avoir marqué purée de telle chose, il va y avoir marqué nectar de telle chose. Et puis, bien souvent, l'aliment qui est mis en avant, on va mettre en gros litchi, on se dit litchi c'est un fruit exotique, c'est bien, et puis on sait que c'est assez cher, mais on va regarder derrière, le litchi va venir en 2, 3, peut-être 4e position. L'ingrédient principal, ça va être un fruit qui coûte pas cher et qui est pas de super bonne qualité. C'est-à-dire que l'allégation
jus de litchi, elle est incomplète. Ouais, clairement. Mais dans la législation française, on a le droit parce qu'il est présent, cet aliment est présent. Mais malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, pour le commun des mortels, jus de litchi, je vois un litchi en gros, machin, je le prends, ok, c'est bon, c'est du litchi. Par contre, quand on regarde derrière, l'industriel ne peut pas nous mentir, il n'a pas le droit. On va regarder, en fait, litchi, il n'y a que 15%. Et on se fait avoir comme ça. Et pour la majorité des produits. Mais l'industriel ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, la réglementation fait qu'il est obligé de donner la bonne composition. Ouais, ça, c'est obligatoire. Alors, il peut ne pas mentir, mais par exemple, il peut trouver des subterfuges. Ouais. Ne pas dire qu'il y a du glutamate de sodium, par exemple, et mettre autre chose. Ouais, clairement. C'est vraiment fou. Et il y a énormément aussi de reportages qui sensibilisent sur ça. D'ailleurs, Arte, ils font d'excellents reportages sur ça. Et par exemple, si on prend de l'extrait de levure, de la levure autolysée, on se rend compte qu'en fait, c'est du glutamate de sodium. Mais comme c'est pas à proprement parler, biochimiquement parlant, du glutamate de sodium, mais que ça se comporte exactement de la même manière, l'industriel n'a pas obligation de marquer glutamate de sodium, et donc ils vont dire sans glutamate de sodium. Mais le glutamate de sodium, c'est ce qu'on appelle un additif, c'est ça? C'est un additif, c'est un exhausteur de goût qui est extrêmement puissant. C'est interdit dans l'alimentation infantile. Donc en général, quand c'est interdit pour les enfants, l'alimentation infantile, c'est tout ce qui est pour les bébés, etc. Déjà, quand c'est interdit pour eux, ça donne un premier avis sur la chose, mais c'est vraiment, y a des études qui montrent que c'est un potentiel toxique pour les embryons. C'est potentiellement quelque chose qui peut rendre stériles les hommes. C'est quelque chose de vraiment très mauvais. C'est potentiellement neurodégénératif. Et c'est quelque chose qui est présent quasiment partout, parce que le goût singulier d'un aliment, d'un produit, je ne veux pas dire d'un aliment, mais d'un produit, on dit ce goût-là, j'arrive pas à retrouver ailleurs. En fait, c'est dû à cet additif-là. Le fait d'avoir des goûts qui sont vraiment surdéveloppés, c'est à cause de ce genre d'additif-là. Le fait d'être, entre guillemets, accro, c'est à cause de ce genre de produit-là. Donc glutamate de sodium, donc il peut avoir plusieurs noms, donc il y a des dérivés. Et c'est dommage, mais après je pense que l'État français il fait un combat aussi monstrueux, parce qu'il y a énormément de choses aussi. Il y a la science qui évolue, il y a les techniques de cuisine moléculaire qui évoluent, mais ça fait des années et des années que beaucoup de reporters, de journalistes, de gens qui font des investigations dénoncent ce genre de choses. Alors là, vous en êtes pris récemment au bouillon cube. Ah là là. Tellement pratique, vous savez. Tiens, un petit bouillon, ça vous change un plat. Ouais, c'est clair. Après, petite précision, j'ai vraiment rien contre ce genre de produit ou ce genre d'aide culinaire. C'est simplement de dénoncer ceux qui ont des mauvaises compositions. Par exemple, il y a des très bons cubes de bouillon. J'ai pas de marque là tout de suite à en citer, mais il y en a des très bons. Il y en a qui sont naturels, mais il y en a aussi qui sont bourrés d'additifs. Et souvent, malheureusement, et puis aussi principalement dans la communauté du continent africain, donc du nord du Maghreb jusqu'au sud de l'Afrique, ils consomment ce genre de produits. Jumbo, etc., Cubor, c'est des choses qu'on connaît. Et en fait, malheureusement, ils vont dire mais moi, ma mère, elle a l'habitude de cuisiner avec ça. Ouais, mais c'est super bon avec ça. Elle a toujours cuisiné avec ça. Elle a toujours cuisiné. L'aromagie, par exemple, mais qui n'a pas mis de l'aromagie dans son poulet, dans son riz. Mais le problème, c'est qu'on va dire mais quand on enlève ça, le plat, il est fade. Mais c'est normal qu'il soit fade, parce qu'on met tellement d'exhausteurs de goût, c'est tellement modifié chimiquement, qui est encore heureux le goût il soit bon et que le plat il soit relevé. Donc il faut réussir aussi à se détacher de ça, même si ça fait un petit peu partie de la culture, et pour pouvoir travailler avec des choses qui sont beaucoup plus naturelles, comme par exemple des épices, tout simplement. Des épices, ou faire soi-même. Après oui, bien évidemment, ça prend plus de temps, ça demande plus d'organisation, mais son bouillon, on peut le faire soi-même. On prend des œufs. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de faire un... C'est ça aussi. Et après, le problème, c'est que on peut pas économiser au niveau de l'argent en achetant, alors que mal manger ça coûte plus cher, mais dans l'esprit des Français, ils se disent je gagne du temps, c'est moins cher en plus, mais on peut pas gagner du temps et en même temps que ça soit bon pour la santé. Ça n'existe pas. Les choses qui sont rapides, on doit le payer par quelque chose. Et malheureusement, bien souvent, c'est par la santé. Les bouillons, les plats préparés, tout ce genre de choses, on le paye. On le paye soit avec la santé, soit avec le prix. Mais qu'est-ce qui pose problème finalement dans ces petits cubes magiques? Les additifs. C'est incroyable, c'est incroyable. Et en plus, c'est fou parce que c'est écrit clairement. Huile de palme totalement hydrogénée. Additif, une liste à rallonge. Et en plus, c'est marqué en gros, pareil, glutamate de... Ils s'en cachent même pas.
Et c'est incroyable. Et puis on se dit, ah ouais, mais c'est super bon. Ah, mais c'est pas forcément bon. Alors maintenant, ils font des versions bio. Hein. Oui, alors il y a des bio. Par contre, le bio, malheureusement, on va retrouver aussi des petites subterfuges. Parce que le bio, c'est bien pour le bien-être des animaux. Le bio aussi, c'est bien parce qu'il y a 322 additifs qui sont autorisés dans l'alimentation traditionnelle, contre seulement 50 dans l'alimentation bio. Donc c'est une bonne chose. Mais les industriels bio, pas bio, ils arrivent quand même à slalomer entre les obstacles et mettre leurs subterfuges. Par exemple, des bouillons bio, super bonne qualité, etc. On va voir marqué pas glutamate de sodium, mais extrait de levure. Et c'est exactement la même chose. Donc bio, c'est mieux, mais c'est pas forcément sans glutamate de sodium et sans additifs. Alors c'est sans glutamate de sodium officiellement. Ouais. Mais les industriels arrivent quand même à passer entre les mailles du filet. Voilà, toutes ces informations, on les retrouve dans votre formation en ligne d'ailleurs. Exactement. Il y a un grand module sur les additifs. Ouais, c'est sur la formation qui est en ligne. Elle est vraiment complète, mais même, par exemple, la personne qui veut pas forcément prendre de formation ou autre, pareil, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Kevlar Diet, je parle de ça et je montre des exemples avec la crème glacée qu'on achète de la glace. Ah, on va faire tout à l'heure. Noël, c'est le mois de la consommation de la glace. Walid Kevlar est avec nous jusqu'à 10h sur Beurre FM. Et c'est Walid, fondateur de Kevlar Diet. Alors, Kevlar, c'est avec 2 A, si vous le recherchez sur les réseaux sociaux. Qui est notre invité ce matin. Vous avez mis sur pied une formation qui s'appelle Savoir déchiffrer les étiquettes comme un nutritionniste, et vous proposez plusieurs formations notamment et des programmes pour ceux qui veulent sécher pendant 30 jours. Exactement. Il y en a 30 jours l'été et 30 jours l'hiver. 30 jours hiver parce que les saisons ne sont pas les mêmes, les aliments ne sont pas les mêmes. On va pas manger de la salade en hiver. On peut manger des soupes en été, mais il faut pouvoir adapter. Et puis aussi pour les fruits et les légumes de saison, c'est important. Voilà. Et vous proposez également vos méthodes shopping pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés quand ils font leurs courses. Et on le voit pendant les fêtes de fin d'année, les industriels redoublent d'inventivité pour nous faire consommer ces fameux produits de fête. Et là aussi, c'est important de pouvoir lire les étiquettes parce qu'attention à l'arnaque. Ouais, exactement. Il y a ce que l'on appelle le shrinkflation. Donc c'est littéralement rétrécissement, et on se rend compte le shrinkflation, rétrécissement, clairement, littéralement c'est ça, le rétrécissement, le phénomène de rétrécissement. Et on se rend compte que par exemple la boîte de chocolat qu'on avait l'habitude d'acheter tous les ans, qui faisait 30 chocolats, et maintenant elle en fait plus que 20, mais elle est au même prix. Donc on se dit c'est bien, le prix n'a pas augmenté, sauf que si, le prix a augmenté, parce qu'avant il y en avait 30 et maintenant on en a 20. Donc on paye plus cher. Par exemple, on va mettre des gros paquets pour des chocolats, pour des gâteaux, sauf que quand on ouvre, dans le paquet, il n'y a rien du tout dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'emballage qui a grossi. Ouais, c'est l'emballage qui grossit, c'est donner au consommateur un effet d'opulence, que si on va acheter beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on va acheter. Et alors qu'en fait, au final, il y a un tout petit truc. Et ils le font souvent aussi avec les saumons. Quand on achète des saumons, on a un grand carton emballé. Et en fait, quand on l'ouvre, on se dit, mais attends, le saumon, en fait, il est juste dans le petit encadré plastique que l'on voit. Et ils le font avec ce genre de choses, et ils le font aussi en retirant des quantités. L'exemple de la boîte de chocolat, je dis des bêtises, à 5 €, où il y en avait 30 avant, et maintenant elle passe à 5 € toujours. Ou peut-être même, ils vont être malins, ils vont dire, c'est passé à 4,50 €. On va dire, super, ça a diminué le prix, mais il n'y en a plus que 20. Et du coup, on a une quantité plus faible, mais on paye plus cher. Le moyen de le vérifier, c'est encore une fois de regarder le prix au kilo ou au litre. Ça trompe pas. Le prix au kilo, et puis il est toujours affiché, ça trompe pas. Par exemple, si on a deux produits, un qui est à 5 € et l'autre qui est à 6 €, on va dire, c'est celui qui est à 5 € le moins cher. Mais si on regarde le prix au kilo, peut-être que celui qui est à 6 €, son prix au kilo, peut-être qu'il est à simplement 7 €, et celui qui est à 5 €, peut-être qu'il est à 8, 9, 10. Et donc le prix au kilo, ça va nous permettre de comparer deux choses qui sont comparables. Amusez-vous à regarder le prix des dosettes à café au kilo. C'est incroyable. Pareil pour les épices. Pour les épices, pour le sel. Dans des tout petits conditionnements, on va retrouver le prix au kilo. On va se dire, c'est pas cher, c'est 2 €. Mais le prix au kilo, 124 €. Alors attention, warning sur certains produits. On parlait d'additifs tout à l'heure, Walid. Certains produits de fête en sont gavés, clairement. bourrés. Clairement, après il faut donner cet effet de couleur, ce goût. Pareil avec ce qu'on va tartiner sur les blinis ou autres, les œufs de limpe, le tarama, etc. Et en fait, on va se rendre compte. Ou pareil pour les rillettes. Rillettes de saumon ou rillettes au saumon. C'est pas la même chose. Alors attends, on explique la différence. Rillettes de saumon, majoritairement c'est du saumon, ça c'est clair et net. Rillettes au saumon, l'industriel il a obligation
juste de mettre une petite partie de saumon. Ça veut dire que on peut prendre des rillettes de poisson, enfin de bas de gamme, mais comme on va ajouter à la fin un petit peu de saumon, on peut mettre des rillettes au saumon. Et on va payer le même prix que si c'était du saumon, alors qu'on va retrouver même pas 1%. Et l'industriel, lui, il s'amuse avec ça. Parce que c'est des produits qu'on consomme beaucoup lors de cette période-là. Et lui, qu'est-ce qu'il va se dire ? Au lieu de vendre du saumon qui me coûte extrêmement cher, je vais mettre une toute petite quantité au même prix et je vais m'en mettre plein les poches. Et il ment pas, puisqu'effectivement, c'est au saumon. Il va dire, non, moi, j'ai pas menti. Il y a bien du saumon dedans, donc c'est au saumon. Alors, comment c'est organisé une étiquette ? Alors, l'étiquette, il y a plusieurs choses qui sont importantes à regarder. Il y a déjà ce que l'on appelle la dénomination du produit. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec, est-ce que c'est un yaourt ou bien une spécialité laitière ? Donc ça, c'est la dénomination du produit. Par exemple, est-ce que c'est un steak pur bœuf ou pure autre viande ? Ou bien, c'est marqué préparation bovine. Donc là, ça fait déjà toute la différence. Si le produit, il se fait passer pour un yaourt, mais qu'il n'y a pas marqué yaourt, déjà c'est bizarre. Alors le steak est c'est un bon exemple, on va dire le steak haché. Le steak haché, c'est là où il y a le plus de... On retrouve de la fibre de bambou dans certains, entre guillemets, steaks. On retrouve de la pulpe de carotte, de betterave, alors que normalement un steak c'est 100% viande. Et bien quand on va regarder l'emballage, s'il n'y a pas marqué 100% steak, s'il y a marqué par exemple burger ou ce genre de burger à l'oignon ou des choses comme ça, ou le moelleux, et on va retourner la liste des ingrédients. Donc la première des choses, c'est la dénomination de vente. La deuxième des choses, pour les personnes qui écoutent, vous pouvez prendre des petites notes. La deuxième des choses, ça va être la liste des ingrédients. Si l'ingrédient qui est mis en avant dans le produit sur l'étiquette, il n'arrive pas en premier, c'est que c'est bizarre. Si on nous met ça arrive que des steaks hachés, ce soit pas la viande qui arrive en premier ? Non, c'est rare. C'est rare quand même. Moi, j'ai jamais trouvé ça encore, mais quand on regarde dans la liste des ingrédients, on va voir viande bovine, machin, 49%. Donc on croit acheter des steaks hachés, mais en fait on n'achète que 50% du steak haché. Et si on va plus loin dans le raisonnement, ça veut dire que la boîte de steak haché, le prix au kilo, parce que maintenant on raisonne sur le prix au kilo, on regarde plus le prix qui est affiché. Le prix au kilo, c'est 10 €. On va se dire, c'est pas mal, c'est pas trop cher. Pour de la viande hachée, c'est vraiment un bon tarif quand même. Ouais. Sauf que ce qu'on va retrouver dedans, c'est 50% de viande. Donc en fait, on ne paye pas 10 € le kilo pour de la viande, parce qu'il faut faire x2 pour avoir 100%. Du coup, on ne paye pas 10 €, mais on paye 20 €. Et c'est extrêmement cher. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc, ce qu'il faut regarder dans les ingrédients, c'est est-ce que l'ingrédient qui est mis en avant, il arrive en premier dans la liste des ingrédients, parce que la liste des ingrédients va nous proposer les ingrédients par ordre décroissant. Ça veut dire l'ingrédient qui est majoritairement représenté va être affiché en premier. Et celui qui est à la fin est celui qui est représenté en minorité. Et donc ça, c'est un excellent moyen pour savoir, je vais acheter, je sais pas, je dis des bêtises, quelque chose avec un aliment qui est assez noble dedans, certains champignons ou autres, ou des terrines. En ce moment, c'est rôti au mori. Voilà. Ouais. On sait que ça coûte cher, mais on va voir on va voir ça en gros. Mais quand on retourne la liste des ingrédients, au mori, il triche pas. Il va dire, oui, il y en a. Mais quand on retourne la liste des ingrédients, on va voir qu'il y a quoi ? 1%, 2%, des fois même 0,5%. Et en fait, on se rend compte qu'on va payer très cher pour un produit, alors que ce produit-là, il n'est pas présent dans le produit. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention sur la liste des ingrédients. Après, on va pouvoir aussi comparer. Là, c'est quand on va aller vraiment dans le détail. Comparer, si on veut savoir, est-ce que j'achète ce produit-là ou un autre, donc deux produits similaires, dans le tableau des valeurs nutritionnelles. Le fameux tableau où personne ne comprend rien. Personne ne comprend absolument rien. Alors qu'il est vraiment très simple, mais personne ne comprend rien. Je comprends rien, les glucides, les machins, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est vraiment très très simple quand on comprend comment est-ce qu'il fonctionne. On se dit, mais attends, mais comment est-ce que j'ai pas pu comprendre ça avant ? Et comment est-ce que j'ai fait pour passer à côté de ça ? Alors, comment ça fonctionne, Walid ? Alors, c'est très simple. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de regarder pour 100 grammes. Pas pour portion, pas pour parce qu'ils vont s'amuser encore une fois. Parce qu'il y a les deux, c'est ça ? Ouais. On vous dit par portion et au 100 grammes. Exactement. Par portion, l'industriel, il va s'arranger pour que la portion qu'il va nous proposer soit bonne. Voilà, regardez dans la portion pareil pour les céréales. La portion, c'est 30 grammes. Mais qui mange 30 grammes de céréales ? Faites-le demain au petit déjeuner. Ça fait pas beaucoup. Non, franchement, 30 grammes de ça fait une poignée, tu sais. Ouais, franchement, faites le test demain au petit déjeuner. Vous prenez le bol, vous regardez 30 grammes, ce que ça représente. Personne ne mange 30 grammes. Et donc, on va se dire, 30 grammes, c'est bien. Il n'y a que 5 grammes ou 6 grammes de sucre. On va dire, c'est pas mal. Mais en fait, personne ne consomme 30 grammes. Et donc, il faut raisonner sur 100 grammes. Et là, sur 100 grammes, on va avoir plusieurs choses. On va voir la première des choses, c'est les matières grasses. Alors, première chose, matière grasse, c'est pas forcément à diaboliser.
on a besoin des matières grasses, on a besoin des oméga 3. Les oméga 3 sont des matières grasses qui vont avoir un rôle très important pour nos artères, pour notre cœur, pour notre cerveau. On a besoin aussi de l'oméga 9, ce qui est apporté justement par la fameuse huile d'olive. On a besoin de toutes ces matières grasses-là. Par contre, les matières grasses qu'il faut éviter, c'est celles qui vont apporter ce que l'on appelle des acides gras saturés. Parce que ça, on n'en a pas besoin et ça favorise les maladies cardiovasculaires. Donc quand on voit matière grasse, il y a marqué par exemple 20 grammes pour 100 grammes de matière grasse, il faut regarder quand c'est marqué dont acides gras saturés. S'il y a très peu d'acides gras saturés, ça veut dire que les matières grasses apportées sont de bonne qualité. Et donc là, ça ne posera pas forcément de problème. Si on compare deux produits similaires, on va choisir celui qui a le moins de matière grasse. D'acides gras saturés. Ça, c'est la première des choses. Après, on va voir les glucides. Ça, c'est la chose que les personnes ne comprennent pas souvent. On dit, ouais, mais glucides, dont sucre, je comprends pas. Les glucides, on va les retrouver. C'est un peu notre carburant, notre énergie, donc l'essence qu'on met dans notre voiture. Et là, il n'y en a pas trop en ce moment, mais l'essence qu'on met dans notre voiture, c'est ce qu'on appelle les glucides. On en a besoin pour fonctionner. Il ne faut pas les diaboliser. Il y en a qui disent non, il ne faut plus en consommer. Non, on en a besoin. Notre cerveau en a besoin. Et on va avoir la même chose, la mention don sucre. Il faut choisir entre deux produits celui qui va avoir la mention don sucre la plus basse. Ça, c'est la meilleure des choses pour pouvoir consommer, pour pouvoir comparer, sauf s'il y a des fruits. Parce que les fruits, ça apporte du sucre, mais c'est du sucre naturel. Donc il ne faut pas se dire, si on prend un muesli de bonne qualité, avec des raisins, avec des cranberries, ah non, il y a du sucre, je ne prends pas. Mais non, parce que c'est du sucre qui est naturellement ajouté. Et comment on va pouvoir le savoir si c'est du sucre ajouté ou pas? Dans la liste des ingrédients, s'il y a marqué sucre ou pas. Parce que si l'industriel en rajoute, il va avoir l'obligation de marquer sucre. Par contre, si dans la liste d'ingrédients, il n'y a pas de sucre, il n'y a que des fruits, ça va être du bon sucre, c'est du sucre qui est ajouté grâce aux fruits. Mais ça apparaît comment si c'est du sucre qui est apporté par les fruits? Alors ça va dans la liste des ingrédients, ce sera marqué fruits tout simplement, par exemple raisin, 8%, etc. Si c'est du sucre qui est apporté par l'industriel, ça va être marqué tout simplement sucre. Mais dans le tableau des valeurs nutritionnelles, on ne peut pas faire la différence. C'est pour ça qu'il est important de faire le lien entre les deux. Mais c'est toujours au 100 grammes, attention. Hein. C'est pas pour l'intégralité c'est pour 100 grammes. Du contenant. C'est toujours pour 100 grammes. Et c'est bien parce qu'il faut toujours avoir une valeur cible. C'est comme si on dit, est-ce qu'il y a beaucoup de sucre dans 1 kg de pommes de terre ou dans 10 kg de pommes de terre? Cette variété de pommes de terre, il y a plus de sucre ou pas? Forcément, il y aura plus de sucre dans celle qui a 10 kg de pommes de terre parce qu'il y en a littéralement il y en a plus. Donc il faut toujours comparer pour 100 grammes. On compare toujours pour la même chose. Toujours. Pierre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct au 01 53 48 3000. On profite ce matin de la présence de Walid Kevlar. Kevlar Diet, c'est le nom de votre site, si on veut retrouver. Exactement. Chaîne YouTube, vous êtes présent sur Insta également. Exactement, toujours Kevlar Diet sur Instagram, sur YouTube pareil, c'est Kevlar Diet, sur le site internet c'est kevlardiet.com. Il y a tout, il y a les podcasts, il y a comment faire pour apprendre à manger, comment faire si mon enfant est en surpoids, quoi faire, et surtout les choses à ne pas faire aussi. Donc il y a vraiment énormément de choses à apprendre et de manière totalement libre. Et c'est utile, 01 53 48 3000. C'est Walid alias Kevlar Diet qui est avec nous, il est nutritionniste, il a fait une formation notamment pour savoir déchiffrer les étiquettes des produits qu'on consomme. Alors souvent dans les supermarchés, mais pas que. Mais beaucoup de ces produits viennent de l'industrie agroalimentaire. Ce sont des produits récents d'ailleurs, qui n'existaient pas il y a quelques années. Oui, très clairement. Ouais. C'est des produits qu'on retrouve et qu'on ne retrouvait pas forcément avant. Donc c'est des produits nouveaux qu'on ne connaît pas forcément et avec lesquels on ne sait pas trop ça déchiffrer, ce qui a marqué dessus. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et donc c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qu'il faut apprendre pour savoir ce que l'on retrouve dans nos placards tout simplement. Méfiez-vous, c'est vrai que ce sont les fêtes de fin d'année et que parfois derrière de jolis emballages, les industriels en profitent pour nous faire passer un certain nombre de produits avec des additifs, derrière des allégations de fête. C'est du marketing tout ça. Ça c'est en plus c'est très spécifique à la période, ça va être la période de Noël. Alors qu'on fête ou pas à Noël, on va retrouver c'est devant nous ces gâteaux, ces bonbons, ces chocolats, ces foie gras, avec un super beau packaging qui brille, qui est bien emballé, qui nous donne envie. Sauf que quand on va se pencher un petit peu plus dessus, on va se rendre compte que le produit il est pas tout rose, quoi. Quels sont les additifs, Walid, les 4 additifs alimentaires auxquels il faille faire le plus attention? Déjà les 2 acésulfame K
et l'aspartame. C'est les deux auxquels il faut faire attention. L'aspartame, c'est un additif ? Ouais, c'est un additif qui a un pouvoir sucrant très élevé. Donc il va donner ce goût édulcoré à la boisson. Et en fait, le problème comme la majorité des édulcorants, c'est que, donc édulcorant qui va édulcorer le produit, c'est qu'il va y avoir un impact, ça c'est clair et net, il n'y a pas de divergence là-dessus, ça va avoir un impact direct sur notre flore intestinale. Et le problème, c'est que si notre flore intestinale elle est modifiée, si on n'a pas un bon profil de flore, on va avoir déjà des problèmes au niveau digestif, on va avoir des ballonnements, des gaz, on va pas être bien. Mais en même temps, la flore intestinale, on a vu que c'était un petit peu comme notre deuxième cerveau. Et en fonction du profil de flore qu'on va avoir, si on en a un bon, on va être plutôt en bonne santé. Et si on en a un mauvais, on va avoir plus de facilité à avoir des envies de grignotage, plus de facilité à prendre du poids, plus de facilité aussi à être dans un mauvais état émotionnel. Donc, c'est la chose sur laquelle il faut faire attention, parce que des fois on se dit c'est bien, c'est light, il n'y a pas de sucre. On pense que c'est bon pour la ligne, donc sur l'instant T, oui, parce que ça ne va pas nous apporter de calories, mais sur le long terme, ça va modifier la flore intestinale, et la flore intestinale sur le long terme va nous pousser à consommer davantage de produits sucrés. La stevia, c'est mieux ? Pas forcément. La stevia, il y a eu pas mal d'études qui disaient que c'était potentiellement dangereux. Un conseil pour les personnes qui veulent je vais prendre la stevia ou pas, plutôt s'orienter vers le sirop d'agave bio. Parce qu'il y a pareil, encore une fois, un marché au niveau de l'industrie sur le sirop d'agave, et ils mettent énormément de produits chimiques pour pouvoir extraire ce sirop d'agave qu'on appelle aussi nectar d'agave de la plante. Et donc, prendre du bio nous garantira un mode d'extraction qui est beaucoup plus sain que le non bio. Et puis, si on compare au prix, le sirop d'agave reste assez accessible. Alors, les autres additifs auxquels il faut faire attention ? Il va y avoir le glutamate de sodium, dont on a parlé tout à l'heure. C'est, je ne veux pas dire notre ennemi, mais il faut y faire très attention. Après, il n'y a pas forcément d'autres qui me viennent en tête tout de suite, parce qu'il y en a 322. Mais c'est principalement les trois auxquels il faut... Quand on voit le combo acésulfame K et aspartame, c'est drapeau rouge. Il faut vraiment faire attention à ce genre de produit. Vaut mieux, même, c'est vraiment mon conseil, sans pour autant aller dans l'extrême, vaut mieux prendre un produit où il y a naturellement du sucre, j'ai envie de dire naturel, c'est pas du sucre qui est ajouté, mais un produit où il y a des fruits, etc., ou du miel par exemple, plutôt que de se tourner vers ce genre de produit en disant mais c'est bon pour la ligne, à zéro calorie, etc., parce que sur le long terme c'est jamais bon. Alors quel est le regard d'un nutritionniste sur ce qu'on appelle le Nutri-Score ? À quoi le Nutri-Score est-il utile ? Alors le Nutri-Score, c'est déjà une très bonne initiative. C'est quelque chose que on entendait parler de ça déjà lors de mes études. C'était en 2012, donc c'est déjà 10 ans. C'est franchement une très belle initiative. C'est une sorte d'algorithme qui va classer les aliments de la note A ça va jusqu'à E, il me semble, en fonction de est-ce que c'est un bon produit nutritionnellement parlant ou pas. Est-ce qu'il y a au niveau du protéine, au niveau du sucre, au niveau du gras, au niveau du sel. Donc c'est une très très bonne initiative. C'est quelque chose qui nous permettrait normalement de savoir en un coup d'œil est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Mais le problème, c'est que c'est un algorithme. Qu'est-ce qu'ils ont compris les industriels ? C'est qu'ils pouvaient passer à travers cet algorithme-là, ils pouvaient le modifier. Par exemple, un produit qui normalement aurait une mauvaise note sur le Nutri-Score parce qu'il a beaucoup de sucre. Les industriels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever le sucre qu'ils ajoutent. Donc ce qu'on appelle le saccharose, c'est le sucre blanc qu'on connaît. Ils vont l'enlever et ils vont le remplacer par autre chose, parce que l'on appelle de la maltodextrine. La maltodextrine, c'est du maltose plus du dextrose. Donc c'est ce que l'on appelle un sucre complexe, parce qu'il y en a deux. Un glucide complexe, il y a deux. Sauf que comme c'est un glucide complexe, ce n'est plus dans la catégorie sucre. Donc quand on va regarder notre fameux tableau des valeurs nutritionnelles, dont sucre, il n'y en aura pas. Parce que c'est pas du sucre, c'est de la maltodextrine. Donc ils vont remonter c'est comme ça qu'on a un meilleur Nutri-Score finalement. Ils vont jouer sur ça, ils vont jouer sur les quantités de sel, donc ils vont jouer sur tout. Ils vont prendre toutes les petites failles et ils vont jouer là-dessus. Mais nutritionnellement parlant et l'effet qu'on va avoir sur notre corps, ça va être la même chose. Après, on peut pas non plus tirer sur le Nutri-Score en disant c'est nul, machin. C'est un travail énorme. Des produits, il y a combien de centaines de milliers de produits, c'est très difficile. Déjà, c'était en projet il y a plus de 10 ans. Mais ce qui veut dire qu'on peut manipuler quand même un Nutri-Score. Clairement. Par exemple, si on prend de la poudre de chocolat pour enfants instantanée, elle va avoir un Nutri-Score B, alors que c'est majoritairement du sucre, c'est 75% de sucre. Et si on prend une poudre de cacao brute, elle va avoir un Nutri-Score C.
Parce que le cacao, il y a du gras dedans, mais c'est du cacao, c'est normal. C'est-à-dire que si on prend par exemple une boîte de poudre de cacao, on en prend une au hasard ou pas? Ouais, allons-y. Nesquik. Ouais. Nesquik, quel est l'aliment qui arrive en premier quand on retourne la boîte et qu'on regarde sur l'étiquette? Eh ben, il y avait l'ancienne version où c'était 75% de sucre. Donc il y a 75% de sucre si on prend la boîte. C'est-à-dire que le premier aliment sucre de la poudre de chocolat, hein. Ouais, clairement. Dans le produit, dans 100 grammes, on a 75 grammes de sucre. Et alors ça, c'est l'ancienne version, la nouvelle version? Alors ils ont sorti une nouvelle version en plus petit, et puis même sur le packaging, on peut pas trop les différencier, où c'est marqué moins de sucre. Et du coup, de tête, si je dis pas de bêtises, l'ingrédient principal, c'est du sucre, mais qui arrive à 25%. Et c'est pour ça que c'est important de regarder l'étiquette. Ouais, clairement. En fait, c'est comme ça qu'on peut savoir si le produit est bon ou pas. Et si on compare, par exemple, pour reprendre encore l'exemple du Nesquik, l'ancienne version avait un Nutri-Score B, mais quand on prenait un produit de la marque Nestlé, où c'était du cacao brut, ça avait un Nutri-Score C, mais c'est normal, c'est du cacao, c'est normal qu'il y ait du gras, il y a du cacao dedans. Et donc, on va se dire, je vais privilégier celui qui a un Nutri-Score B, parce que c'est meilleur, alors qu'en fait, pas du tout. À quel moment 75% de sucre, c'est meilleur que du cacao? Oui, c'est-à-dire que le Nutri-Score, il n'a pas ce genre de raisonnement. Non, mais on peut pas, c'est trop difficile. On peut pas lui demander cette chose-là, c'est vraiment trop difficile. Et il y a des applications qui sont bien. L'application, par exemple, qu'on connaît tous, Yuka, elle est très bien. Mais encore une fois, elle a ses limites. Elle est bien, mais... Elle est bien, mais les industriels, ils peuvent manipuler ça. Ils peuvent aussi jouer et modifier. Il y a des applications comme ce qu'on appelle Open Food Fact. C'est en open source, donc les gens aussi peuvent modifier, mais ils ont quand même mis des modérateurs. C'est très bien, mais il faut quand même faire attention. Il y en a une autre, moi, que j'aime beaucoup, c'est SIGA. Parce qu'ils prennent ce que l'on appelle l'indice NOVA. S-I-G-A. Exactement. Et elle est très facile, elle est disponible sur toutes les plateformes. Et elle est bien parce qu'elle propose le Nutri-Score, elle propose aussi ce que l'on appelle l'indice NOVA. Donc c'est un indice qui va montrer est-ce que l'aliment est transformé ou pas. C'est les Brésiliens, je crois, qui ont inventé ça. Ça m'étonnerait pas parce que qui a inventé ça. Les Brésiliens sont très très forts. Moi, j'avais bossé avec une fille qui venait du Brésil, donc elle avait fait son master et en France, et elle était super compétente et c'était vraiment à jour sur toutes les choses. Et cet indice, donc, lui, va nous donner, va nous donner un repère si ce produit est transformé. Donc, est-ce qu'on est parti d'un produit brut, admettons des amandes, et est-ce que on a transformé ça en poudre d'amande ou de machin, et est-ce qu'il est transformé? Est-ce qu'il y a des additifs ou pas? Et donc ils vont classer, parce qu'il y a une classification au niveau des additifs. Est-ce que c'est vert, est-ce que c'est orange ou est-ce que c'est rouge, en fonction de leur dangerosité. Alors après, tout ça c'est bien. Faut pas tirer sur ce genre d'application Nutri-Score, Yuka, Siga. Faut pas dire mais elle est pas parfaite. Non, elle peut pas être parfaite, parce que les industriels tous les jours ils vont faire des choses, des ajustements. Exactement. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis toujours. Faut pas donner du poisson à une personne. Faut lui apprendre à pêcher. Si elle veut ne plus avoir faim, c'est ça. Faut pas lui donner, dire voilà, tiens, utilise ça, comme ça tu sauras exactement ce qu'il faut. Non, faut lui apprendre comment faire pour déchiffrer les étiquettes. Comme ça, ton application, tu peux l'utiliser comme support. Mais toi, tu peux réussir à déchiffrer les étiquettes. Par exemple, moi, quand je suis à l'étranger, la législation, c'est pas exactement la même en France qu'à l'étranger, mais je peux choisir très facilement mes produits, parce qu'on a la liste des ingrédients, on a le tableau des valeurs nutritionnelles. C'est très facile. Grâce aux applications? Pas forcément. Non. Grâce à mes connaissances. Mais la personne qui, justement, sait comment faire, quoi regarder, dénomination de vente, liste des ingrédients, tableau des valeurs nutritionnelles, elle va savoir si le produit est bon ou pas. Oui, très vite, vous comprendrez ce qui se cache derrière une appellation. Clairement, c'est burger aux oignons. Là déjà, après vous pouvez aimer les burgers aux oignons, mais oui, bien sûr. Mais une fois qu'on a toutes les connaissances, c'est comme une personne qui apprend une nouvelle langue. Au début, elle va lire avec son doigt, elle va se dire j'ai du mal, et puis après, elle lit tout seul, et puis elle se dit ce mot-là, je l'ai même pas lu. Enfin, je l'ai scanné. Et quand je vois la bannière Beurre FM, je lis pas Beurre FM. Non, c'est direct. Et là, c'est la même chose. Même parfois sur certaines pommes de terre qui sont surgelées, c'est de la pomme de terre reconstituée. C'est même pas de la pomme de terre. Donc vous croyez acheter des pommes de terre, mais pas du tout. Non, en fait l'industriel, il va se dire moi je veux faire du profit, je veux faire du chiffre, je veux proposer des aliments et comme la France, ils sont très stricts au niveau de la législation. Je vais faire en sorte que ce que je dis correspondent parfaitement à la description de mon produit. Bon, c'est pas parce qu'une fois on fait un non, faut pas tomber dans l'excès non plus. Parce que c'est vrai que c'est ça qu'il faut expliquer. Voilà, bon. Depuis ce matin là, on vous donne des clés.
Mais voilà, bon, on a le droit à une cuillère de pâte à tartiner. Bien évidemment, chez moi aussi, j'ai du Nutella. À l'huile. Non, c'est pas vrai. Ah bah si. Ah si. Ça, c'est la star foulante. J'en ai. À l'huile de palme. Bah oui, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Après, faut pas non plus tomber dans l'excès. Alors, vous avez testé les pâtes à tartiner. Est-ce qu'elles ont toutes le même goût que le Nutella? Non, bah non, clairement non. Non, on le retrouve pas. Même dans les autres marques concurrentes, on le retrouve pas. Bah, le Coca, c'est le goût du Coca. Le Pepsi, c'est le goût du Pepsi. C'est clairement la marque, elle a son identité. Mais faut pas tomber dans l'excès. De se dire ah non, je vais manger que des graines. Non. Kevlar Diet, vous le suivez sur les réseaux, sur Insta, sur votre chaîne YouTube et la formation en ligne, savoir déchiffrer les étiquettes pour bien manger et puis pour bien faire vos courses. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.